L'histoire que je vais vous raconter se déroule à Madagascar. Vous savez, cette terre métisse, fruit d'un amour de jeunesse entre l'Afrique et l'Orient. Une île-continent en plein milieu de l'océan Indien. L'île rouge, comme l'écrivent les poètes. Une terre dont la couleur des fleuves rappelle le sang qui coule dans nos veines. Madagascar, ce pays dont je suis tombé amoureux. Cette terre qui m'accueille aujourd'hui pour assister à un culte des morts. L'origine complexe du peuple malgache a créé des coutumes diverses et particulières. En dépit des 18 ethnies du pays et d'une prédominance de la religion chrétienne, les Malgaches restent profondément animistes. À Madagascar, la mort marque le passage du rang d'être humain à celui d'ancêtre. Les défunts sont porteurs de pouvoir et veillent leur famille restée sur terre. Dans l'au-delà, un mort garde sa personnalité, son caractère, ses habitudes, ses goûts. Le pouvoir des ancêtres n'a aucune limite et les vivants ont le devoir de les honorer. D'ailleurs, la croyance considère que certains sinistres tels que les accidents ou les maladies sont les conséquences d'un manquement au culte des ancêtres. 2 cérémonies importantes accompagnent le culte des ancêtres, le sacrifice de zébu et l'exhumation des morts. Direction les faubourgs de Tamatave sur la côte est de Madagascar. J'ai rendez-vous avec Alain et Mauricia, un couple de commerçants. Ils m'ont invité à assister au rituel qu'ils vont consacrer à leurs ancêtres. À mon arrivée, Alain met une touche finale au dernier préparatif. Il ne m'a encore rien dit sur ces cérémonies. Je sais juste qu'elles vont se dérouler un peu plus au nord, sur une petite île appelée Sainte-Marie. On va partir à Sainte-Marie pour 3 jours parce qu'il y a la fête de Rassarian pour les ancêtres et après le Rassarian, on va faire la fête de retournement d'Ariel, qui est notre fils et qui est mort, donc il faut refaire sa tombe et renouveler tous les lincels. L'organisation de ces fêtes traditionnelles a pris plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est l'heure des comptes. Alain et Mauricia vont débourser plus de 8 000 €, soit environ 10 ans d'un salaire moyen à Madagascar. C'est dur, mais il faut prendre les responsabilités. Ça coûte cher. Et là, c'est encore une part minime de dépenses qu'il faut engager pour le retournement et le tchaboura. Parce qu'il faut inviter beaucoup de gens, les notables, la famille, les chefs de village et tout. Les amis aussi, il ne faut pas oublier. En ce mois de septembre, les beaux jours sont là. Et sur l'île Sainte-Marie, où les cérémonies d'Alain et Mauricia vont se dérouler, la vie s'écoule paisiblement. À Ambodifotatra, le chef-lieu de l'île, la population se laisse bercer au rythme très malgache du mot ramor, doucement, doucement. Les Saint-Mariens sont en majorité paysans ou pêcheurs. Les plus fortunés d'entre eux sont chauffeurs de taxi, commerçants, restaurateurs, ou travaillent pour l'administration. Pourtant, qu'ils soient jeunes ou vieux, riches ou pauvres, tous ont le même devoir face à leur mort et tous pratiquent le culte des ancêtres.
Le site des cérémonies se situe sur la côte est de l'île, à une vingtaine de kilomètres d'Ambodifotatra. Je dois y retrouver Alain. À mon arrivée, je suis un groupe de femmes qui grimpent au sommet d'une colline. Au milieu de nulle part, les chants traditionnels résonnent déjà. Les invités et les populations des villages alentours se sont regroupés autour d'une arène naturelle où se déroulent des combats de zébus. Cette cérémonie consiste à jouer avec les animaux, puis à les sacrifier. Mais n'y voyez aucune cruauté inutile. À Madagascar, le zébu est un animal sacré. À Madagascar, les zébus, avant d'être une bête de somme ou bien une bête de consommation, c'est plutôt une bête symbolique qui représente le lien sacré entre les ancêtres et les vivants. C'est par cet animal que tout doit se passer, que ce soit le bien, que ce soit le mal. Le bien, c'est s'il y a le bien, on offre l'animal comme offrande. Si c'est le mal, on tue l'animal afin qu'il absorbe tous les mal et qu'il transporte le mal à l'au-delà, afin que le mal ne revienne plus. C'est pour cela que les zébus ont une place très importante dans la société malgache. Lève-toi. Allez, lève-toi. Le but de ces jeux est de coucher l'animal au sol. Pour encourager les combattants, les femmes du village donnent de la voix. Jeanne, la tante d'Alain, est en première ligne. Est-ce qu'il a pris des photos de moi? Moi, j'ai un peu honte. Les techniques et les règles des combats contre les zébus sont éprouvées depuis des siècles. La première d'entre elles consiste à attacher le zébu avec une corde afin que personne ne soit blessé ou tué. Aïe, ça fait mal. Hé toi, viens par ici avec le zébu. Avant de sauter sur un zébu pour essayer de le plaquer au sol, les combattants observent le mouvement de ses oreilles. Si elles sont dirigées vers l'avant, alors l'animal foncera devant lui. Si ses oreilles sont dirigées vers l'arrière, cela signifie que le zébu observe, qu'il surveille sans intention d'attaque immédiate. Pour mieux le tromper, une personne est chargée de faire diversion. Quand toutes les conditions sont réunies, un combattant prend son courage à deux mains et se jette sur lui. Il y a plusieurs façons de s'amuser avec les zébus, mais dans 70% des cas, c'est la bosse, parce que c'est l'endroit où c'est plus facile à attraper sur les zébus, pour éviter les coups de cornes. S'il couche les zébus, il faut le coucher du côté gauche. Il faut toujours que la droite soit au-dessus. Et ça, c'est pas des raisons religieuses ou de tabou, mais c'est une raison de sécurité. Parce que la partie gauche du zébu est très faible, donc il ne peut plus se mettre debout. Lâche-le. Fais attention. Lâche-le.
95% des ébus sont des droitiers. C'est rare qu'il y ait des ébus gauchers. Et là, si c'est un ébus gaucher, c'est très dangereux. Parce que les gens ne vont pas s'apercevoir qu'au dernier moment. Hein. Et beaucoup de gens se blessent. Une fois les jeux terminés, l'alcool local que l'on appelle betsabets coule à flot. C'est du jus de canne à sucre fermenté au goût légèrement amer. Il tient une très grande place dans toutes les cérémonies traditionnelles sur la côte est de Madagascar. Creuse plus bas. Creuse plus bas. Il faut creuser plus bas. Tassez bien. Tassez bien. Les invités les plus vaillants se sont regroupés près des animaux pour chanter et danser. À la lueur d'une lampe à pétrole, ils vont veiller sur les ébus toute la nuit et faire du bruit afin d'éloigner les mauvais esprits. Dans les cuisines installées à ciel ouvert, une soixantaine de personnes s'activent autour des marmites en fonte. Il faut préparer le grand repas du lendemain où des centaines d'invités sont attendus. Une tonne de riz doit être cuite avant demain midi. La course contre la montre a commencé, mais certains se tournent déjà les pouces. Le chef des cuisines, nommé par Alain, remet les pendules à l'heure. Ceux qui ne travaillent pas, c'est pas bon. Hein. Si quelqu'un ne travaille pas, je vais enlever son nom de la liste des remerciements. D'accord ? Il n'y a pas assez de feuilles. C'est ça qui m'étonne. Vite, amenez du riz sec. Dédé, amène notre marmite. Pendant que certains surveillent la cuisson du riz, d'autres font chauffer des feuilles de ravinal, l'arbre du voyageur. Avec la chaleur, ces feuilles vont s'assouplir. Elles seront utilisées pour emballer le riz. Faites attention. Faites attention, hein. Doucement, doucement. Le riz que vous transportez n'est pas encore cuit. Il faut un certain coup de main pour emballer le riz dans les feuilles de l'arbre du voyageur. Le chef des cuisines m'explique que cette technique ancestrale se perpétue à cause de son côté pratique, car une ration de riz emballé correspond exactement à 10 personnes. Mais, en discutant avec d'autres Samariens, je découvre que ce n'est pas l'unique raison. C'est aussi pour protéger le riz des mauvais esprits. Mauvais esprits qui, selon les croyances locales, n'aiment pas la couleur verte. De l'eau, il y en a par là-bas. T'es sûr ? Je vais voir. Un petit groupe s'est réuni pour aller chercher de l'eau. Une eau qui doit être pure, car elle servira demain matin à bénir les ébus. Quelques gouttes de rhum suffisent à bénir la source. Les femmes choisies par Alain pour puiser l'eau ne doivent pas être orphelines, car à Sainte-Marie, on considère que celle qui a déjà perdu son père et sa mère porte malheur. L'eau doit être prise d'un seul coup dans le seau, sinon il faut tout recommencer.
Il est passé où, le blanc? Arrivés sur le camp, les femmes vont déposer les seaux dans le magasin du sanctuaire. Jeanne, la tante d'Alain, est surexcitée. Ne fais pas de manière comme ça, parce que tu es marié. Moi, j'ai envie de te draguer. J'avais envie de t'épouser tout à l'heure. Et toi? Un deuxième jour de rituel commence. Sur le site des cérémonies, personne n'a dormi, ou presque. Aujourd'hui est une journée importante, car les zébus vont être sacrifiés. La tante d'Alain provoque les zébus une dernière fois. Bien que les femmes n'y soient pas autorisées, Jeanne s'accroche à un zébu. Elle sera réprimandée un peu plus tard par les sages du village. Les combattants couchent les animaux au sol, les uns après les autres, la tête orientée vers le nord, puis boivent une dernière gorgée de betsabet. Le frère d'Alain bénit les zébus avec l'eau que nous sommes allés chercher la nuit dernière. Après cette bénédiction sommaire, Alain et sa famille sont portés en triomphe autour des animaux sacrés. Les villageois chantent alors 6 chansons ancestrales qui permettent d'appeler les ancêtres et de communier avec eux. Les sacrifices peuvent commencer. Les ans qui coupent sont des ans qui étaient choisis au sein de la population, parce qu'il y a aussi le problème de sorcellerie. On ne peut pas choisir n'importe qui. Il faut choisir des gens saints d'esprit d'abord, et puis des gens jugés de bonne foi. C'est lui qui va s'occuper de toutes les répartitions. Tout ce qui se passe ici doit être sous ses ordres. Malgache, nous on le dit trantide, c'est-à-dire celui qui est avare. Parce que tout ce qui est introduit dans le magasin ne doit pas être sorti sans son avis. Une partie de transfine doit être préparée pour être présentée sur l'autel. Éviter les ancêtres de participer à la cérémonie du repas. En effet, on a tué les zébus, c'est pour eux. Donc ça c'est leur part.
Après une dernière prière aux ancêtres, un gigantesque repas commence. Les invités se comptent par centaines. La tonne de riz va être ingurgitée avec la viande de zébu et plus de 500 litres de betsabet seront bu. Le service va durer plus de 3 heures. En fin de journée, les invités ont disparu et un coup de vent a renversé l'autel des ancêtres. Les cornes des zébus ont été empalées sur un pieu qui doit pourrir avec le temps pour permettre aux générations futures de perpétuer ces rituels. Malheureusement, les traditions disparaissent. Les jeunes actuels, ça commence à diminuer un peu la croyance. On croit moins aux ancêtres. Parce que même maintenant, actuellement, hein, si on demande, bon, par exemple, là, le sacrifice de zébu, il y en a beaucoup qui ne veulent plus faire ça. Hein. Qui veulent plus faire ça, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils disent, nous, on est vivants, on n'a pas beaucoup d'argent, on est pauvres. Et pourquoi on doit encore chercher de l'argent pour faire des sacrifices, des zébus pour les ancêtres? Donc il y a les grandes personnes qui disent, qui forcent. Non loin du sanctuaire, Alain réunit sa famille ainsi que les 60 personnes qui ont participé à l'organisation de la cérémonie des zébus afin de les remercier. Cette étape est essentielle, car parmi ces personnes se trouvent les sages et les magiciens du village. Et si ces derniers sont mal remerciés, ils pourraient invoquer les mauvais esprits. Les remerciements commencent par un kabar, un long discours ponctué de dictons et de proverbes traditionnels dont le sens est parfois difficile à saisir. C'est un véritable art oratoire qui demande un certain talent. Je vous demande le silence à tous, hommes et femmes. Je vous demande le silence à tous. Parce que c'est grâce à vous que nous sommes ici. Il y a un proverbe qui dit « Les oreilles sont deux, mais on n'entend qu'un seul son. » C'est dur de faire un discours devant tant de monde. Et j'embrasse vos pieds dans le calme. Tout d'abord, je vous demande pardon. Il y a un proverbe qui dit « Même si le serpent est long, c'est avec sa tête que l'on retrouve ses yeux. » Félicitations à tout le monde. On remercie surtout les magasiniers et ceux qui ont gardé la nourriture. Il y a 50 litres de betsabet. Il y a aussi 10 litres de rhum et 3 bouteilles de bière. Ce que je vous demande à tous, c'est de boire tranquillement. Nous vous demandons de ne pas vous saouler. Celui qui ne sait pas boire, il peut rentrer chez lui. Chez nous, les Malgaches, quand on demande pardon à quelqu'un et quand on remercie quelqu'un, il faut toujours les boissons, surtout alcooliques. Les tokandras, les betsabet. Betsabet, ça c'est les tokandras, les tuadjas. Et puis les autres, les vins, tout ça. Donc il faut toujours ça. Mais si on ne sort pas des boissons alcooliques, là, ça devient un peu, comment on appelle ça? Il n'y a pas beaucoup de valeur. Ça ne pèse pas lourd, quoi. Rapproche le seau. Et rapproche le seau. Tiens, en voilà un autre. C'est du betsabet?
Oui. Lors du partage, les hommes et les femmes doivent rester à leur place respective, sous peine d'être appelés à l'ordre. Ça suffit, ça suffit. Il ne faut pas partager le rhum destiné aux femmes. Il faut envoyer une représentante pour qu'elle fasse la distribution. Les femmes partagent pour les femmes et les hommes pour les hommes. Celle qui n'a pas eu sa part doit demander. Tout le monde aura sa part. Aujourd'hui, la société malgache est une société patriarcale. Les femmes n'ont qu'une toute petite place dans les cérémonies traditionnelles. Elles n'ont pas le droit de faire de prière ni de discours. On aimerait bien avoir plus de place dans les cérémonies, mais seulement, je ne suis pas sûre que c'est pas possible pour les ancêtres. Parce que à Madagascar, les femmes sont ont toujours une place inférieure, moins considérée que les hommes. Donc si on veut que la cérémonie soit acceptée par les ancêtres, ce sont toujours les hommes qui vont diriger tout. Alain quitte le petit hameau familial pour rejoindre Obodifo-Tatra à plus de 2 heures de marche. C'est par là qu'on va partir. Hein? Ah, j'ai jamais, depuis, j'ai jamais organisé une cérémonie aussi fatigante, extrañante, qui vous bouffe toute l'énergie, qu'elle soit physique ou psychologique. Oh là là! Pourtant, Alain n'est pas au bout de ses peines. Demain, une nouvelle épreuve l'attend. Troisième et dernier jour de cérémonie. Tout le monde s'est donné rendez-vous pour le rituel le plus important de ces festivités, l'exhumation d'Ariel, le fils d'Alain et Mauricia. On appelle cette cérémonie le retournement des morts. Nous, on enterre les morts. Et après, on les déterre, on les nettoie et on lui offre. C'est comme si on lui offre une nouvelle vie. Parce qu'avant qu'il ne soit retourné, il n'est pas encore au sein des sociétés des morts, des ancêtres selon les croyances. Il est encore à part avec les gens qui n'ont pas de considération. Reste encore dans le... C'est comme si il n'est pas encore au paradis, quoi. Après avoir été retourné, nettoyé, tout, réhabilité, tout, il va être accédé au sein des sociétés des ancêtres et spirituellement dans le monde des vivants. Ariel, quand il était vivant, d'abord c'était un enfant très, comment on dit ça, qui bouge beaucoup, quoi. Très dynamique. Très dynamique, et puis très sentimental aussi. Il aime bien ses amis, il aime bien sa sœur, et puis il aime bien étudier aussi, parce qu'il était déjà à l'école quand il aime bien ça. Et jouer surtout, et puis aller au bord de la mer, jouer sur les bateaux. C'est précisément en jouant entre les bateaux du petit port d'Obodifo-Tatra qu'Ariel est mort en 1995. Il avait 5 ans. Depuis cette date, il est enterré dans le cimetière marin, près de l'église. Il nous a quittés. Il n'était même pas malade. Quand je l'ai vu la dernière fois,
Il était bien en forme. Et même pas 30 minutes après, il est mort. Et je n'ai pas pu rien faire devant... J'ai eu quand même... J'ai vu la dernière souffle de mon fils. Je ne peux rien faire. Rien faire. À cause de... Je sais pas. Je sais plus, c'est trop fort pour moi. Sur l'île Sainte-Marie, contrairement à d'autres régions de Madagascar, on remplace entièrement la tombe du défunt. Au dernier moment, Alain a décidé de ne pas assister à la cérémonie. L'idée de voir son fils sous la forme d'un squelette lui est insupportable. Un des frères d'Alain mène la manœuvre. Attendez un peu, attendez un peu. Fais attention à ta main. Si on passe par là, c'est tout droit. Doucement, doucement. Viens nous aider, toi. Où est-ce qu'on va la mettre? Prenez-la. C'est lourd. Montez-la un peu. Attention à vos mains, doucement. Portez-la. Remplacez-moi. On la pose. Tout le monde s'est regroupé autour de la tombe d'Ariel. Le soleil plombe les visages. Le discours peut commencer. Un enfant a été porté pendant 9 mois. Il était dans le ventre, il était né. Mais il n'a pas eu le temps de grandir suffisamment. À ce moment-là, les petits et les grands ont pleuré. Certains avaient vu l'accident, d'autres l'avaient entendu. Félicitations pour votre comportement. Vous avez pleuré pour les morts, donc vous avez essuyé la tristesse des vivants. Aujourd'hui, nous honorons le fils de notre ami Alain. Il s'appelle Ariel. Nous sommes tous réunis ici pour le faire revenir. Alors, laissez vos mauvais sentiments de côté et ne gardez que les meilleurs. Il ne faut pas attendre trop longtemps pour répondre à ce discours, car le temps passe et nous allons bientôt commencer. Je vous demande pardon de prendre la parole avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Vous avez parlé à des hommes, pas à des cailloux. C'est donc pour vous faire honneur que je prends la parole à mon tour. Avant tout, je ne suis pas le plus grand parmi les étoiles. Il paraît que si on ne répond pas à un discours, on peut devenir chauve. On va creuser un trou pour Ariel et le mettre dans un caveau. On vous invite donc à faire la fête et à chanter des chants traditionnels. Il faut du courage pour déterrer un mort. Le chant des femmes et quelques gorgées de rhum soutiennent les hommes qui se relaient pour creuser. Après plus d'une demi-heure d'effort, le cercueil apparaît enfin. Mais avant de procéder à l'exhumation d'Ariel, il faut prendre certaines dispositions.
On met un rideau aux alentours de la tombe par certains garçons. Donc seulement les hommes ont le droit de regarder le cadavre. Les femmes n'ont pas le droit de le faire. Ça c'est parce qu'il y a toujours cette différence entre hommes et femmes. Si c'était une fille, c'était des femmes qui s'en occupaient du corps. Ouais. Donc c'est une petite ségrégation sexuelle. Et ça continue même après la mort. Donne. Donne-moi les planches. Il ne faut pas laisser les planches de ce côté. Passe-les-moi, on va les mettre là-bas. Moi, je n'ai pas pu regarder. Je n'ai pas regardé du tout. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Déjà, je n'ai pas tenu mes larmes, alors que ça, c'est fade. On ne peut pas pleurer quand on fait le détournement de mort, mais je n'ai pas pu. Mais je ne peux pas. Je ne supporte pas de voir les ossements de mon fils. Je ne peux pas. Je ne supporte pas. Itu pun boleh amban. Bisa amban ni. Tu amban mana tu tolong dah. J'ai attendu le détournement avec impatience pour lui offrir des vêtements comme tous mes enfants. On a tellement envie d'acheter pour lui et on profite de ce moment-là pour acheter des vêtements neufs pour lui. Le défunt, quand on le retourne, c'est pour le réintégrer spirituellement dans la société des vivants. Et en même temps, pour qu'il puisse s'intégrer dans la société, dans la grande société des morts, afin de devenir un ancêtre. Donc pour aller dans cette nouvelle société, il faut qu'il s'habille propre, qu'il soit propre, qu'il soit impeccable, qu'il soit beau. Faites monter les eaux. L'épaule. L'épaule en haut et les os de la poitrine. Mais l'os le plus grand d'abord. Tiens, les voilà. La disposition des os doit garder la disposition normale des os, c'est-à-dire le crâne au-dessus, puis suivre les ossements de la cage thoracique, l'avant-bras et tout, le bras et la main, et le bassin, les fémurs, puis les tibias et les pieds. Il ne doit pas être interverti. Parce que s'il y a un intervertissement, c'est tabou, ça peut vous empêcher de dormir, l'âme du défunt pourrait vous tourmenter en disant ah, vous m'avez, par exemple, vous m'avez mis une entorse parce que vous avez, voilà, quelque chose comme ça.
Donc il faut que ça soit méticuleusement fait. C'est la main ou le pied? C'est le pied. Posez ça un peu plus haut. Et ça, c'est la main. Mets-la par là-bas. Autre difficulté, aucun os, aussi minuscule soit-il, ne doit manquer. La tâche n'est pas simple car Ariel n'avait que 5 ans et beaucoup de ses os se confondent avec la terre. Je crois que le squelette n'est pas encore complet. Il faut trouver l'os qui manque en bas. Une fois le squelette d'Ariel entièrement reconstitué, il est soigneusement enveloppé par plusieurs couches de tissu, puis par du plastique. À ce moment précis, Ariel est devenu un ancêtre et il a déjà des pouvoirs surnaturels. Oui, Ariel, maintenant, c'est un ancêtre. On peut demander, faire des vœux à Ariel. Fais que nous n'ayons plus de problèmes, s'il te plaît. Et que tes frères et sœurs réussissent leurs études. Protège tes parents, ton papa, ta maman. Qu'ils aient du travail et que ça marche bien pour eux. Pour les Malgaches, le monde des ancêtres dans lequel évolue Ariel est une copie exacte du monde des vivants. Tout le monde lui offre de l'argent afin qu'il puisse se payer un taxi pour voyager ou encore offrir une limonade à ses nouveaux camarades de l'au-delà. On lui offre aussi ses friandises préférées. On t'en supplie, mon amour. Voilà des chewing-gums. La nouvelle tombe d'Ariel est scellée avec du ciment pour éviter les vols, car malheureusement, depuis quelque temps, le phénomène des pilleurs de tombes a fait son apparition à Madagascar. Levez-la un peu. Levez la tombe. C'est comment de votre côté? Il faut la pousser un peu. Elle n'est pas bien alignée. Ajustez-la bien en bas. Voilà, c'est bon. La chose la plus importante, par exemple, dans ce cérémonie comme ça, c'est que la famille est soulagée. Parce que si vous n'arrivez pas à faire un retournement des morts sur vos morts, c'est un, comment dire là, on se sent un peu minable. Parce qu'on n'arrive même pas à reprendre l'âme de votre mort. Votre mort est considérée comme perdue. Vous n'arrivez même pas à le faire accéder dans la société des ancêtres. Donc c'est comme s'il est perdu. Et c'est les morts qui n'ont pas eu cette considération, qui n'ont pas eu la chance d'être retournés. D'habitude,
selon les croyances malgaches, ils persécutent toujours les vivants. Ils persécutent tout le temps les vivants. Bénissez notre famille, surtout les enfants comme vous, qu'ils réussissent leurs études et qu'ils deviennent des savants. Moi, je suis la maman d'Ariel. Moi, j'ai toujours la douleur de perdre d'Ariel, de perdre... Même si les gens ils disent que bon, il devient maintenant un ancêtre auprès de Dieu, pour moi c'est toujours une douleur que je n'oublierai jamais de ma vie. Et ça fait une blessure dans mon cœur. Chaque fois que je pense à Ariel, chaque fois que j'ai vu un enfant de même âge qu'Ariel, j'ai toujours un déchirement au fond de moi. Et c'est comme ça. Malgré qu'il n'est pas parmi nous physiquement, mais il est parmi nous spirituellement. Et qu'on le garde toujours dans le cœur. Je m'excuse un peu parce que ça fait un peu émotion. Les festivités pour honorer les ancêtres d'Alain et Mauricia se terminent. Dans un ultime défilé, les femmes vont traverser en Bodhifotatra pour annoncer l'heureux événement. Un nouvel ancêtre est né, il s'appelle Ariel, et veille désormais sur tous les Saint-Mariens. Pourtant, malgré la bonne humeur de ces femmes, je ne peux m'empêcher d'être triste. Je suis persuadé que dans quelques années, ces images ne seront plus que des images d'archives. Celles qui jaunissent avec le temps et se figent à jamais.